Nous sommes heureux, un peu impressionnés aussi, de vous accueillir si nombreux pour cette conférence du cycle Trésors de Richelieu, cycle organisé simultanément par l'Institut national d'histoire de l'art, l'École nationale des chartes et la Bibliothèque nationale de France. Alors ce cycle, il a une spécificité magique, si j'ose dire, c'est qu'il s'organise sous la forme d'un dialogue à plusieurs voix, en présence d'une œuvre qui est sur la scène. Vous la voyez ici. Alors cette œuvre, elle va tenir en somme un des rôles vedettes de ce soir. Et il s'agit d'une copie, la copie probablement la plus illustrée, d'un célèbre roman satirique du XIVe siècle, qui est le roman de Fauvel. Pourquoi le roman de Fauvel ? Alors si le roman de Fauvel est là ce soir, c'est parce que le 20 mars prochain, au Théâtre du Châtelet, se tiendra la première d'une création de Peter Sellars, qui est construite autour même du roman de Fauvel. Nous avons la chance et l'immense honneur que Peter Sellars ait accepté d'être parmi nous ce soir pour nous en reparler, et nous voulons en remercier extrêmement chaleureusement. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous ce soir et de pouvoir vous écouter. Alors, petite précision, une première, mais ensuite 6 représentations et, je crois, une tournée en France comme à l'étranger. Donc, on sera nombreux à pouvoir aller applaudir cette mise en scène. Aux côtés de Peter Sellars, ce soir, pour nous entretenir de cette création, ceux qui l'accompagnent dans cette aventure, j'ai plaisir aussi à saluer Benjamin Bagby. Et c'est à juste titre que vos applaudissements saluent un musicien, un compositeur, un interprète, mais certainement un des interprètes majeurs du répertoire médiéval. Donc pour tous ceux qui travaillent, qui s'adonnent aux études médiévales, bien sûr, notre reconnaissance est immense. Et vous allez nous aussi nous entretenir ce soir. Et puis, avec vous également, les chanteuses de l'ensemble Sequentia, créé en 1977 par Benjamin Bagby et Barbara Thornton, un ensemble qui se consacre au répertoire médiéval et en particulier à la musique à texte, si je puis dire. La chance que nous avons, c'est que grâce à vous, à la fin de cette conférence, vous nous interpréterez 2 extraits musicaux du roman de Fauvel. Pour ceux qui seront conquis, comme je l'espère, par l'ensemble Sequentia, je me permets de mentionner que vos enregistrements sont disponibles sous le label Deutsche Harmonia Mundi. C'est bien ça, je ne me trompe pas, c'est Deutsche Harmonia Mundi que vous êtes. Voilà. À leur côté s'exprimera Charlotte de Noël, qui est conservateur du service médiéval du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Elle est, à ce titre, responsable ce qu'on considère comme une des plus importantes collections de manuscrits médiévaux au monde, spécialiste reconnue de l'art carolingien. Elle aura pour nous ce soir, elle nous présentera cette œuvre et en particulier nous accompagnera dans un feuilletage du manuscrit, d'où l'intérêt de l'avoir sur la scène et de pouvoir le filmer, et sera aidée en cela par Sabine Marve, qui est également conservateur au service médiéval du département des manuscrits. Je voudrais terminer juste avec des remerciements. Si nous avons pu organiser cette soirée exceptionnelle, c'est grâce à une parfaite convergence de vues, harmonie avec le Théâtre national du Châtelet. Et nous voulons en remercier le directeur général, Thomas Loriot-Di-Prévost, et également les équipes de production, à travers eux, Christophe Betzon, qui est directeur de la production, et son adjointe, Sophie Pelletier-Ledine, sans oublier Sun Hee-Hong, qui est responsable du développement des publics. Il ne me reste plus qu'à céder la parole à Charlotte de Noël, et je suis certaine qu'avec une distribution aussi brillante que celle que je vous ai présentée, nous allons passer ensemble une excellente fin d'après-midi, qui sera, j'espère, aussi médiévale que musicale. Bonne soirée.
va passer au PowerPoint. Bonsoir à toutes et à tous. Il sera beaucoup question de satire dans cette conférence. Car le roman de Fauvel est l'incarnation par excellence de ce genre littéraire au Moyen-Âge. En cela, il s'inscrit dans une riche histoire qui remonte à l'Antiquité. Le roman de Fauvel appartient au registre allégorique de la fable animale, comme les fables d'Ésope, le roman de Renard, les fables de La Fontaine, ou encore, plus récemment, la famille des animaux d'Orwell. Dans tous ces textes, les animaux servent d'antimodèles pour dénoncer les défauts des humains. S'il est moins célèbre que Cédore, le roman de Fauvel n'en est pas moins bien connu des médiévistes, car c'est un véritable pamphlet à l'encontre du pouvoir établi, et sa charge satirique est sans équivalent pour le Moyen-Âge. Par ailleurs, elle n'a rien perdu de son actualité, comme le montre le succès à travers les siècles des images caricaturant les puissants sous des traits animaliers. Le texte du roman de Fauvel a été rédigé à la fin du règne de Philippe le Bel, entre 1310 et 1314 précisément, par un auteur de la chancellerie royale qui s'appelait Gervais de Bus. La période durant laquelle Gervais de Bus écrit son texte est très tourmentée. En fait, c'est le début de la période des rois maudits qui ont fait la célébrité du livre de Maurice de Lyon. À cette époque-là, les conseillers de Philippe le Bel sont accusés de malversation financière et d'abus de pouvoir. Le chambellan de Philippe le Bel, Enguerrand de Marigny, sera d'ailleurs jugé et exécuté en 1315, après la mort de Philippe le Bel, en novembre 1314. Mais ce ne sont pas les seuls scandales qui agitent la monarchie capétienne. Les belles filles de Philippe le Bel sont accusées d'adultère en avril 1314. Sur le plan européen, la situation n'est guère plus reluisante. En Italie, l'Église traverse une grave crise qui débouche sur l'installation du pape à Avignon en 1309. En Allemagne, l'empereur Henri VII meurt empoisonné en 1313. En France, l'ordre du Temple est en crise depuis la perte de la Terre Sainte en 1291. Et Philippe le Bel entreprend d'arrêter tous les Templiers. Puis leur grand maître, Jacques de Molay, qui est exécuté sur un bûcher en mars 1314 à Paris. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Jacques de Molay prononce sa célèbre malédiction à l'encontre de Philippe le Bel et du pape Clément V. Et pour couronner le tout, la lignée des rois capétiens, qui est alignée depuis l'an 1000, est sur le point de s'éteindre, faute d'héritiers directs. On est vraiment donc dans une période de fin de règne, qui se solde par l'extinction de la lignée des Capétiens en 1328 et la guerre de 100 ans avec les Anglais. C'est cette période qui sert de toile de fond au roman de Fauvel. Elle est essentielle pour bien saisir toute la signification et la portée du livre. Le roman de Fauvel, qu'est-ce que c'est? C'est un très long roman en vers, plus précisément 3280 octosyllabes, qui raconte l'histoire du cheval de Fauvel. Le manuscrit que vous avez devant vous occupe une place à part. Il s'agit non seulement de la copie la plus ancienne du roman de Fauvel, qui datait donc de 1317-1321, soit juste après la composition du texte, mais c'est aussi la copie la plus célèbre, puisque ce manuscrit contient une version très augmentée du roman de Fauvel, avec beaucoup d'additions au fil du texte. C'est environ 1800 vers qui sont attribués à un autre auteur, Raoul Chaoui de Pestin. Celui-ci se nomme lui-même dans le livre 2. L'identité de cet auteur a été beaucoup discutée. Comme j'avais du but, le premier auteur, ça serait probablement un auteur de la chancellerie. Et il aurait rédigé ses vers sous les brefs règnes des successeurs de Philippe le Bel, Louis X le Hutin, puis Philippe V le Long. Mais ce n'est pas de loin le seul caractère remarquable du manuscrit, par rapport aux autres manuscrits subsistants. Dans ce manuscrit, nous avons aussi d'autres textes, en particulier une compilation de textes lyriques et non lyriques. On y trouve notamment beaucoup de chansons d'amour, des disques sur les pratiques contemporaines qui traitent directement ou indirectement des désordres du monde. Il y a aussi dans ce manuscrit une chronique métrique, donc c'est-à-dire en vers
qui couvre les années 1300-1316 et qui ancre ainsi davantage le roman de Fauvel dans l'actualité de son époque en donnant tout l'arrière-plan historique du roman. Par ailleurs, le manuscrit comporte un grand nombre de pièces musicales notées, 169 pièces musicales exactement. C'est l'une des anthologies musicales les plus importantes pour la période, avec notamment des morceaux de Philippe de Vitry, le théoricien de l'Ars Nova, la musique polyphonique qui a été créée à la même époque, vers 1320, et qui a été très à la mode durant tout le XIVe siècle. Une partie des pièces musicales qui étaient présentes dans le manuscrit existaient déjà, d'autres ont été créées spécifiquement pour ce manuscrit, ce qui lui donne encore plus de valeur. Et beaucoup de ces pièces offrent une caisse de résonance au vers du roman, dont elles accentuent la partie satirique par des prophéties à connotation apocalyptique ou bien des violentes attaques politiques. Souvent, ce sont ces pièces qui contiennent des allusions directes à l'actualité. Et Benjamin Bagby reviendra sur cet aspect important. Enfin, le dernier point sur lequel je voudrais attirer l'attention avant de regarder plus en détail le manuscrit, c'est l'ensemble remarquable d'images que ce manuscrit contient et qui contribue au luxe de l'œuvre. Il y a effectivement 78 images dans le manuscrit pour le seul roman de Fauvel, dont elle ponctue les temps forts. Ces illustrations ont été réalisées par un artiste anonyme, désormais désigné par un nom de convention, le maître de Fauvel. Cet artiste était parisien. On lui connaît plusieurs autres manuscrits illuminés par ses soins. Comme nous le verrons, il est probable qu'il évoluait dans les siècles de la cour, car il y a beaucoup de détails, des images qui sont empruntées aux monuments et aux fêtes parisiennes du temps de Philippe le Bel. Le cycle iconographique que cet artiste a réalisé dans le roman de Fauvel est très important, car c'est le seul. On n'a pas d'autres copies illustrées du roman de Fauvel. Et comme la musique, les images fonctionnent comme une glose au texte. Nous avons donc là un ensemble tout à fait unique en ce genre, de textes, de pièces musicales et d'images. Tous les éléments s'articulent et s'interconnectent entre eux de manière très sophistiquée, avec un va-et-vient constant entre les genres et les formes d'expression, et un jeu de renvoi d'un texte à l'autre. On passe sans transition, comme on va le voir, du français au latin, du narratif au lyrique, de l'hymne à la chanson grivoise, du texte à la musique et à l'image. Les textes multiplient les correspondances entre eux et la diversité des médias brouille les repères visuels et textuels du lecteur. Et celles et ceux qui se près de l'estrade ont également sans doute remarqué le format imposant du manuscrit. Il est très grand. C'est un manuscrit qui était fait pour être mis en scène, c'est-à-dire lu à voix haute, chanté, joué. Et ces images étaient faites pour être vues. Le lecteur pouvait tout à la fois être spectateur et auditeur. Il ne s'agit pas par conséquent d'une œuvre multimédia et multisensorielle, à la fois plastique et performative. Tous les médias sont convoqués de manière assez complexe au service de la satire. À présent, j'aimerais regarder avec vous une sélection de pages illustrées du manuscrit. Le manuscrit s'ouvre par une page très sophistiquée que vous avez sous les yeux ici, où vous pouvez voir sur la colonne centrale le texte du roman de Fauvel, qui est écrit en ancien français dans l'écriture gothique de l'époque du XIVe. Ce texte est encadré en haut et en bas par deux images qui sont placées de façon tout à fait inhabituelle en haut et en bas de la colonne centrale. Sur les colonnes des côtés, vous avez les pièces musicales. Les pièces sont en latin, contrairement au texte du roman qui lui est en ancien français. Les deux images que nous avons mettent en scène le début de l'histoire du cheval de Fauvel. On voit en haut Dame Fortune qui sort de l'étable, le cheval de Fauvel, et qui le prépare. En dessous, sur l'image d'en dessous, vous avez les puissants, le pape, le cardinal et le roi, qui rendent hommage au cheval.
Ces illustrations sont réalisées avec une technique à l'encre, avec des légers hauts d'aquarelle. C'est les débuts de la technique de la grisaille, dont Jean Pucelle passe à maître dans les années 1320 à Paris. Comme nous allons le voir dans les images suivantes, l'artiste exploite toutes les ressources de cette technique du dessin à l'encre avec de l'aquarelle en fonction du sujet traité. Et en particulier, il joue beaucoup sur un contraste entre le dessin au trait et l'aquarelle, et entre les couleurs pâles et sombres et les couleurs vives et brillantes. Si nous revenons maintenant ici, là nous pouvons voir que le cheval, s'il n'est pas encore représenté sous les traits caricaturaux qui seront le sien dans les images suivantes, est déjà l'allégorie de tous les vices. Et le portrait ne cesse d'être noirci au fil du récit. Quelques feuillets plus loin, le narrateur inscrit son récit dans l'histoire biblique de l'humanité, au feuillet 3V. On notera que cette histoire biblique de l'humanité qui est pédante dans le roman est omnipédante de toute façon au Moyen-Âge, puisqu'on est dans un Moyen-Âge chrétien qui est focalisé sur le modèle biblique et les commandements moraux. L'auteur de Fauvel, qui était probablement un clerc de la chancellerie royale, était imprégné de cette culture chrétienne. Il voulait amener le lecteur sur la voie du salut, loin du futur apocalyptique qui l'attend s'il ne change pas de comportement. Et pour cela, il parodie la Genèse. Par la faute du péché originel, les hommes sont devenus des bêtes. Au lieu de se diriger vers la rédemption, ils sont séduits par Fauvel et deviennent alors des fauvelins, donc des petits fauvals, des êtres contre nature. L'image double montre bien son renversement de valeur. Dans la partie gauche, à gauche, vous voyez Dieu qui crée Ève à partir d'Adam. Dans la partie droite, à l'opposé, vous avez deux êtres hybrides, mi-humains, mi-fauvelins. Et celui de droite porte le chapeau et un païen. Cette hybridation des humains est l'incarnation parfaite de la chute de l'humanité, qui est désormais dégradée car sous l'emprise du mal. Pendant ce temps, dans le récit, le cheval Fauvel poursuit son ascension, qui s'est littéralement consacrée avec l'image suivante que nous allons voir. Cette image est l'une des images les plus parodiques du manuscrit, et les plus célèbres aussi. Elle est placée en tête du second livre. Et là, nous voyons le cheval Fauvel qui est désormais arrivé au faîte du pouvoir. Il est représenté en majesté, exactement comme le roi de France l'était quelques feuillets plus haut. Fauvel porte la couronne et trône sur un siège à la tête de lion. Ses pattes écartées évoquent aussi la posture du Christ dans certains jugements derniers ou bien sur la croix. Et par un jeu de versions sémantiques, Fauvel devient ainsi l'incarnation du mal absolu, de la bête de l'Apocalypse, sous l'emprise de laquelle vont se trouver les hommes pécheurs. Toutes les images qui suivent continuent sur le même registre parodique d'inversion des valeurs. Elles montrent Fauvel avec ses conseillers, sa cour ou dame fortune. Fauvel y apparaît tantôt sous les traits d'un cheval, tantôt sous les traits d'une créature hybride, sorte de centaure, moitié homme, moitié cheval, mais toujours couronné. Sur l'image que nous allons voir dans un instant, nous voyons Fauvel et Dame Fortune. Et ici, le buste de Fauvel revêt les traits de l'amant courtois, cherchant à séduire Fortune, tandis que le bas du corps de Fauvel appelle sa nature bestiale. Si on continue le récit, très vite, au fil du récit, les fondations du pouvoir de Fauvel sont ébranlées par Dame Fortune, qui refuse de l'épouser et prédit sa chute prochaine. S'ouvre alors une nouvelle page du récit, avec un combat entre le bien et le mal. Cette nouvelle page du récit s'ouvre avec les noces de Fauvel et de vaine gloire que Dame Fortune a poussé à épouser. De nombreuses miniatures sont consacrées aux noces de Fauvel. Et le fait que l'épousée soit une très jeune fille et que l'Église
sfamessantes des noces, puisqu'on ne voit pas de prêtre dans les images. Cela ancre ces noces aux lois divines et humaines. Il y a d'abord, pour figurer les noces, une première séquence de 4 images que vous avez ici, avec en toile de fond Paris et le palais de la Cité, qui montrent bien que l'artiste était parisien et connaissait très bien sa ville. S'ensuivent ensuite une série d'images très célèbres qui mettent en scène le charivari organisé lors de la nuit de noces entre Fauvel et Vengloire. Cette partie, qui constitue vraiment le point d'orgue du récit, fait partie des additions du second auteur de Fauvel, Chaillu de Pestin. Donc, la première image du charivari que nous allons voir est l'une des plus grandes du manuscrit. Elle se déploie sur 3 niveaux. À l'étage supérieur, on voit Fauvel qui se dirige vers son épouse lors de la nuit de noces. L'artiste a mis l'accent cette fois-ci sur la bestialité de Fauvel, puisque cette fois, il n'est plus muni d'un arrière-train de cheval, mais d'une tête de cheval et de jambes humaines. Nous devons cette iconographie satirique à l'artiste, parce que le Fauvel n'est pas décrit comme ça dans le texte. Et par cette inversion supplémentaire de repères, l'artiste a voulu montrer un Fauvel assoiffé de luxure, passé de prendre possession de son épouse par la force, comme le précise le texte. Aux étages inférieurs, juste en dessous, un charivari se fait le relais du narrateur pour dénoncer ce mariage qui contrevient à l'ordre sexuel et matrimonial. Nous voyons des hommes déguisés qui font un vacarme épouvantable avec des instruments de musique dévoyés, des percussions, des batteries de cuisine. Certains portent des masques de singes, d'autres ont les jambes poilues. D'autres encore sont vêtus en moine, une attaque supplémentaire contre le clergé. Ce type de mascarade carnavalesque était très fréquent au Moyen-Âge et servait à dénoncer les mariages contre nature, comme ici, de vieillards avec de très jeunes femmes. Ça pouvait aussi permettre de dénoncer des adultères. Tout autour de l'image, le texte, les chansons et la musique participent à la cacophonie ambiante. Les sottes chansons sont grivoises, tandis que la musique, qui est habituellement symbole de l'harmonie de l'univers, se fait vacarme. C'est la musique du diable. Tout est contaminé dans cette partie par la transgression que constituent les noces de Fauvel. Ces images du charivari se poursuivent sur les feuillets suivants. Une fois le mariage consommé, le charivari envahit toute la ville, tandis que les chansons en contenu obscène qui accompagnent le texte se font l'écho des profonds désordres politiques et moraux engendrés par le mariage de Fauvel. L'accent particulier qui s'est mis sur cette portion du texte consacrée au mariage de Fauvel a un ancrage historique. Il a été interprété comme une allusion directe au scandale de mœurs qui se coule à la fin du règne de Philippe le Bel. Le double adultère en 1314 des belles filles de Philippe le Bel, Marguerite et Blanche de Bourgogne, qui étaient respectivement mariées au futur roi de France, Louis X le Hutin, et à Charles de France. Ces deux belles filles sont immédiatement enfermées à Château-Gaillard, et Marguerite de Bourgogne sera bientôt retrouvée morte dans des circonstances peu orthodoxes, ce qui permet à Louis X le Hutin de se remarier l'année suivante avec Clémence d'Hongrie, mais aussi de mener une vie dissolue avec de très jeunes femmes, pour certaines mariées. Il est ainsi probable que la cible de ce charivari était Louis X le Hutin. À cette séquence de mariage fait suite une autre séquence très importante qui met en scène le combat d'allégories, des vertus et des vices à la cour de Fauvel. Cette partie qui est aussi, comme le mariage, l'une des plus importantes additions de Chaillu de Pestin, enferme 13 images. Ces images que nous allons voir utilisent les codes des joutes chevaleresques et elles donnent à voir la lutte entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais gouvernement. Ici, les personnifications féminines des vices sont vêtues de gris ou de noir et les vertus de couleurs éclatantes comme le jaune ou le rouge.
l'artiste a délibérément joué sur le contraste des couleurs et la technique de la grisaille pour faire ressortir la moralité qui se dessine entre eux de ces combats. Sur cette image, on voit donc successivement toutes les allégories des vertus et des vices. Donc on voit virginité qui vainc sensualité et adultère. Ensuite, on va voir sur l'image suivante, en regard, chasteté qui vainc fornication et patience qui vainc orgueil. Et sur la dernière image, au feuillet suivant, on voit abstinence qui combat gourmandise. Et cette dernière image est la plus grande du manuscrit puisqu'elle se déroule sur toute la page. Au registre supérieur, on voit gourmandise qui chevauche toute seule. Et au milieu, on la voit combattre abstinence. Et en dessous, on la voit blessée. Donc, gourmandise qui est blessée au registre inférieur. En creux de ce combat entre les vices et les vertus, se dessine un message politique très clair. Le roi doit respecter la continence sexuelle pour assurer la succession dynastique et ne pas s'entourer de conseillers orgueilleux, comme en guerre de Marigny. Mais malgré la défaite apparente, comme on le voit ici, d'abstinence, de gourmandise, l'issue du combat entre le bien et le mal n'est pas tout à fait claire. On n'est pas sûr que le mal est tout à fait vaincu. De fait, le récit se poursuit encore avec de nouvelles perversions de la part de Fauvel. Celui-ci part à la conquête de l'immortalité, une quête qui s'est évoquée dans les images par la représentation de la fontaine de Jouvence, que vous avez ici en bas à droite. Donc l'artiste a consacré aussi une miniature importante à cet épisode, avec un format tout à fait inhabituel, puisque c'est celui d'un gable triangulaire, alors que les autres images sont toutes rectangulaires. Et c'est une parodie de la fontaine de vie du baptême. Et on voit des personnages qui s'abreuvent à une fontaine de vin, probablement d'après la couleur du liquide qui sort de la fontaine. Et le but, pour ces personnages, c'est de rester éternellement jeunes. L'iconographie qui a été choisie et les chants qui accompagnent ce passage renversent totalement les valeurs chrétiennes, puisque la fontaine, au lieu d'être le lieu de la régénération des fidèles par le baptême, comme la fontaine de vie, et qui leur permet d'entrer dans la vie éternelle, ici la fontaine est le lieu par excellence du péché. Elle proclame la dégénération et la dégénérescence des hommes et des pécheurs. Il y en remarquera dans cette image la naissance des femmes. Ce sont exclusivement des hommes. Le choix de ce motif de la fontaine peut être aussi, là encore, mis en relation avec les événements historiques contemporains. Puisqu'en fait, une fontaine, à cette époque-là, avait été érigée lors des fêtes royales données à Paris par Philippe le Bel à la Pentecôte 1313. Et la chronique qu'on a vue tout à l'heure, qui fait suite au roman de Fauvel, livre une description de ces fêtes. Cette fontaine entretient également des liens très intéressants avec la fameuse, cet objet, la fameuse fontaine hydraulique et musicale de la même époque, qui est conservée au Cleveland Museum of Art. Comme le charivari, c'est en tout cas l'une des images les plus importantes du manuscrit, l'une des plus fortes aussi, avec une charge satirique sans pareil contre ceux qui veulent baigner dans l'insouciance et dans l'opulence, quoi qu'il advienne. Cette inscription du récit dans l'actualité de l'époque et la satire féroce qu'il en livre n'est possible au Moyen-Âge que par le biais de la fable animale, bien sûr, et du registre allégorique. Sans de tels procédés, les auteurs n'ont pas pu échapper à la censure. Il n'en demeure pas moins que c'est l'un des textes les plus subversifs que nous ait légué le Moyen-Âge. La question que je voudrais soulever maintenant, et que vous vous êtes déjà certainement posée, est la suivante. Qui pouvait être le commanditaire d'un manuscrit aussi subversif? Nous connaissons les noms des auteurs du roman, Gervais de Buch, Chaillu de Pestin, et aussi de quelques-uns des autres textes contenus dans le manuscrit. Nous connaissons l'artiste et son activité à Paris. En revanche, nous ne savons rien sur l'identité du commanditaire du manuscrit et sur la manière dont ce manuscrit était utilisé à son époque. S'il y a un consensus chez les historiens de l'art, sur le fait qu'un manuscrit aussi luxueux et complexe a nécessairement été commandé par un noble de la cour cultivé proche du roi,
Son identité, en revanche, fait toujours débat. Il y a bien sûr des noms qui ont été évoqués. Parmi ceux-là, le nom du roi de France, Philippe V le Long, de même que le nom aussi du frère de Philippe le Bel, Charles de Valois, a été évoqué, parce que Charles de Valois, il faut s'en souvenir, était un farouche opposant du chambellan de Philippe le Bel en guerre en Allemagne. Une troisième possibilité qui a été évoquée serait que la confection de manuscrits ait été initiée par un petit groupe de fonctionnaires royaux qui étaient proches du roi, qui étaient sans doute avocats à la cour, et qui critiquaient l'administration royale. Un candidat potentiel en ce cas-là pourrait être Chalut de Pestin lui-même, qui était clerc et notaire à la cour. Nous avons vu que son nom figure dans le manuscrit, de même qu'un autre nom, celui de Geoffroy Angelor, qui a annoté le manuscrit, et avec lequel Chalut de Pestin forment peut-être une seule et même personne. En tout cas, la question n'est toujours pas résolue. Toujours est-il cependant que ce manuscrit fonctionne comme une sorte d'admonition, d'avertissement au roi et à tous les puissants, en présentant par le biais de la caricature animale et de l'inversion de valeurs, ce que doit être au final un bon gouvernement. Ce statut a certainement valu à ce manuscrit une protection spéciale au fil des siècles. Après son exécution, il est passé entre les mains d'un avocat en Parlement de Paris, Gérard de Montaigu. Ensuite, il est passé entre les mains de Thomas de Saluces, l'auteur du Chevalier errant, qu'il a emporté avec lui en Italie. Entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle, le fils de Thomas de Saluces, en Italie, l'offre au duc de Savoie, Amédée de Savoie. Ensuite, le manuscrit est resté dans la famille de Savoie tout au long du XVe siècle, jusqu'à ce qu'il revienne à nouveau en France à la faveur du mariage de Louise de Savoie avec François Ier. Et c'est à ce moment-là qu'il a intégré la bibliothèque personnelle de François Ier, puis la bibliothèque royale avec les collections de François Ier. Il n'est plus sorti depuis de la bibliothèque royale. Aujourd'hui, ce manuscrit revit grâce au spectacle de Peter Sellars et Benjamin Bagby, à qui je vais passer la parole. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée tout le monde et quelle présentation magnifique. Et bien sûr, cet manuscrit, c'est le grand star. Et ça reste lumineuse d'une façon qui n'est pas toujours évidente sur la vidéo. Parce que le manuscrit possède les petites taches d'or et de cuivre et également du lapis. Donc, quand on tourne la page, ça prend la lumière. Et c'est fulgurant. On est devant quelque chose qui possède aussi sa propre magie et une invitation en un monde à part, caché, imaginaire, où on peut vraiment mettre nos espoirs dans une période où on n'ose pas d'espérer. En tout cas, c'est un peu pour ça que quand nous avons commencé, il y a 25 ans, 25 ans peine, oui. Encore plus. Encore plus. Ouais. Sur ce manuscrit, bien sûr, à la fin des années 90, il y avait des versions de romans de Fauvel très drôles avec les petites choses comme Amour courtois et les petits éléments satiriques. Bien sûr, ce manuscrit date d'une des plus terribles époques dans l'histoire humaine. Et sa façon de parler, franchement, des choses qui sont unspeakable. C'est vraiment incroyable. Et je crois, 30 ans plus tard, nous avons choisi de ne pas faire le même parcours. Et on n'arrête pas dans les petites histoires de l'amour, mais on regarde surtout, pour la plupart, la deuxième partie du manuscrit,
qui était un peu mise à part. Et ce n'était pas dans la plupart des commentaires. Et certainement, performance. Ce n'est pas charmant, ce n'est pas anecdotique, c'est affreux. Et ça témoigne des choses difficiles et courageuses. Et on peut commencer avec ce groupe qui a créé le manuscrit, qui reste si mystérieux. Mais à mon avis, ce qui est intéressant, c'est ce mouvement proto-démocratique d'un groupe de jeunes qui commence à faire, après le travail, aux conciergeries, chaque soir, OK, on va mettre cette chanson. Et ça, c'était un dialogue quoi faire, comment résister à un niveau de corruption incroyable qu'on voit chaque jour avec vos propres yeux. Et comment répliquer, comment adresser ça d'une façon indirecte, mais d'une façon directe. D'abord, avec de façon directe, ces jeunes, et j'imagine, ils avaient, pour la plupart, ils avaient 25 ans. Ces jeunes gens, les artistes et les résistants, d'abord, ils connaissaient leurs ancêtres, surtout Philippe le Chancelier et l'école de Notre-Dame d'il y a un siècle. Et donc, ils ont repris les grands textes, par exemple, de Philippe le Chancelier, Veritas Equitas, une chanson qui dure 15 minutes en latin et qui attaque chaque mot, manque de courage, de l'intégrité. Veritas Equitas, ça peut être dans une Black Lives Matter rally aujourd'hui. Veritas, c'est où? Equitas, c'est où? Donc, nous avons pris cet esprit de manuscrit, cet esprit qui ne triche pas, qui est complètement honnête et qui insiste sur un niveau de vérité. Et bien sûr, ils ont également pris Fauvel Cogita. Ils ont repris de Philippe le Chancelier, Fauvel Cogita. Regarde le monde que tu imagines disparaisse devant toi chaque instant. Tout est enfin est en train de disparaître complètement. C'était illusoire. Et tout ce dont tu étais si fier, ça sera la honte des générations. Et ces motets où on a trois lignes urgentes à la fois, on a beaucoup trop d'informations, c'est trop de comprendre, c'est nos vies aujourd'hui. Bien sûr, c'est trop de comprendre, mais il faut essayer. Donc, ce système d'information si intense, si de trop, mais si mis avec une sophistication et complexité internale et une virtuosité et une façon d'exprimer l'inexprimable et de pas se cacher de complexité, mais de le confronter. Le ton musical de la plupart de ces motets, c'est dévastant. C'est une tristesse. Qu'est-ce que nous avons fait? Dans les années 80, on a vraiment fait ça. Les années 90 étaient encore pires pour notre planète. Et nous sommes où maintenant? Cette tristesse dans cette musique
écrit par les jeunes, c'est insupportable. Et bien sûr, ça nous fait rappel à la génération de Greta Thunberg et une jeune génération qui disent déjà c'est foutu, déjà la planète s'est ruinée. Si musique parle avec cet regret, cette honte, et également une qualité qui n'accepte pas, ne l'accepte pas. Et vers la fin du spectacle, les actes de résistance, la fin du manuscrit, les actes de résistance deviennent plus et plus extrêmes et plus étranges, mais qu'on n'accepte plus ça. Et ça termine, et ce soir on va terminer avec ce que Ben dit toujours, appelle toujours le 9e de Beethoven du 14e siècle, le motet Garrett Gallus, qui est une grande chanson de résistance pour les assemblées publiques et qui est irrésistible. Je veux simplement dire qu'on a trouvé un parcours musical, je crois, ensemble, à travers des années que Ben et moi nous sommes dialogués. Et la seule chose que je dois ajouter, que bien sûr, parce que le moment où nous vivons, nous, c'était très important de privilégier les voix des femmes. Et bien sûr, ce manuscrit, c'est si impressionnant là-dessus. La première partie du manuscrit, la première partie, en gros, ça se concerne Fortune. C'est une femme qui gère le monde avec une puissance d'une déesse, avec un sens de ce qui est correct et pas correct d'une femme. Et ça, c'est extraordinaire de mettre l'abus de cette planète, l'abus de société, l'abus des pauvres, de le faire une métaphore pour une relation abusive entre un homme et une femme. Et ça, c'est la relation entre Fauvel, qui veut toujours quelque chose, et Fortune, qui disent arrête. Et maintenant, nous habitons dans une période où Fortune a donné beaucoup à ces grandes compagnies qui sont partout dans notre monde, qui gèrent tout. Et c'est le moment de crise de cette relationship. Et nous vivons ça. Et simplement, un petit spoiler, nous n'avons pas des chevaux dans notre production. Parce que bien sûr, Fauvel est une bête, mais un monstre construit par nous. Et un monstre qui est chaque shampoing en plastique dans votre salle de bain vous lie à la forêt de pluie en Indonésie, où on écrase les forêts pour créer de nouvelles plantations de palmiers, pour que nous puissions avoir ce petit shampoing. Et chaque chose qui nous touchons et chaque chose qui nous touche sont liées à les histoires terribles mondiales. Donc, Fauvel, c'est, comme dit Alice Goodman dans son texte pour notre production, Fauvel, c'est dans ta formule bébé, Fauvel est ta banque.
We should dialogue. I didn't mean to be so long. C'est difficile à suivre ces mots de Peter parce que c'est l'essence de notre production, mais aussi notre connexion comme musicien, comme médiéviste et comme être humain avec cet objet que vous voyez. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance de cet objet pour nous, parce qu'on a travaillé avec ces pièces, avec cette musique et avec ces textes depuis des décennies. Et d'être en présence de ce manuscrit et de chanter directement du manuscrit, disons, est pour nous un événement très très fort et qui provoque des émotions de collaboration et aussi d'être en lien avec ces jeunes dont Peter a parlé, ces jeunes de 25 ans, ces résistants, ces intellectuels, idéalistes parisiens des années du XIVe siècle, qui étaient les peintres, qui étaient les poètes, qui étaient les musiciens, qui étaient les compositeurs, qui étaient les graphistes, qui étaient qui a créé les manuscrits, qui est un énorme travail de créer un tel manuscrit, surtout avec la complexité graphique que vous voyez et aussi dans la notation musicale qui est vraiment très bien faite, qui est de meilleure qualité. On peut bien imaginer que ce manuscrit a été fait dans un milieu des jeunes idéalistes extrêmement doués et bien éduqués, bilingues, latin-français, bien sûr, et qui étaient au centre des événements du XIVe siècle, surtout dans le règne de Philippe le Bel, avec tous les scandales, avec tous les problèmes des guerres, des problèmes de finances, des ministres détestés comme Enguerrand de Marigny, les problèmes de la ville et aussi le scandale des Brus, qui était assez difficile à gérer. Et tout ça, de mettre tout ça et les réactions à tout ça dans une musique qui est belle, qui est connue, qui est chantée dans les rues, mais aussi dans les milieux les plus aristocrates et les plus raffinés de Paris, qui était le centre du monde musical au XIVe siècle. Il y avait les meilleurs musiciens ici, les meilleurs chanteurs, les meilleurs instrumentistes, et l'équivalent de IRCAM était ici, à cette époque. Et on le voit très bien dans le manuscrit que l'aspect progressiste, progressif, qui veut trouver un autre moyen de noter la musique est bien visible dans ce manuscrit, qui va avoir des résonances plus tard à Avignon et ailleurs, pour une notation qui est tellement difficile que notre ami Edward Rosner a dit qu'il y avait peut-être 20 personnes en Europe qui étaient capables de lire cette notation. C'était tellement subtil et difficile. Et pour nous, aujourd'hui, d'être en lien avec ce manuscrit qui représente toutes ces traditions et ces personnes connues et inconnues, qui ont créé cette histoire, qui ont mis cette histoire dans cette visualité, avec des peintures, avec le texte, pour nous de participer comme chanteuse ou chanteur dans ce milieu, dans ce projet, est un grand honneur et aussi pour nous c'est extrêmement émouvant d'avoir cette occasion de chanter dans la présence du manuscrit. Qu'est-ce qu'on peut dialoguer, Peter? Je dois simplement ajouter également que Charlotte a fait une présentation extraordinaire de ce manuscrit et elle a souligné le Charivari et tous ces éléments que moi personnellement je trouve a été représenté souvent parce que ce sont des images
si célébrés. Donc, on les a ignorés complètement. Par contre, cette image, merci Charlotte, que tu focuses maintenant, la complexité de bataille entre les vices et les vertus. Et si tu descends la caméra exactement en bas, exactement ça, voilà, c'est une vice qui était blessée, mais les vertus autour. Donc, c'est, comme disait Charlotte, ce ne sont pas simplement les questions de evil and good, c'est plutôt January 6th chez nous. C'est plutôt les expressions terribles où personne gagne, mais la société continue à perdre. Tout le monde perd. Et les conditions d'une guerre qui termine jamais, qui a une aftermath permanente, qui crée une société qui est déjà fracturée. Ça, c'est dans ce manuscrit où on a ces fractures sociaux et un moment si émouvant de essayer de franchir à travers ce qui nous divise et peut-être une touche guérison. Et c'est ça dans cette musique. Cette image en bas, c'est l'image pour la mise en scène du motet tribum. Et on reste dans cette image pour une longue période parce que le plus qu'on regarde les regards, les yeux, tout ça, c'est complètement bouleversant. Et c'est le détail qui brille et qui vit dans ce manuscrit. Mais jusqu'avant ça, et jusqu'après le mariage de Fauvel, et bien sûr, vous me pardonnez si on ne présente jamais Fauvel sur scène parce que nous avons vécu 4 ans de M. Trump et je n'ai pas besoin de donner encore de publicité à ce genre de personnes. Donc, on parle de lui, mais on ne le montre jamais. Mais, par contre, il y a un épisode très mystérieux, exactement après le mariage, et c'est le festin pour célébrer le mariage de Vengloire et Fauvel. Et l'entertainment, c'est un groupe de femmes nommées les Hellequines. Les Hellequines qui peut-être sont liées à la Erlkönig de Schubert, mais sont les femmes qui sortent de la forêt au milieu de la nuit pour témoigner comme ils étaient tous blessés en amour par un homme qui disait « I love you ». Et c'est 25 minutes de dialogue entre un groupe de femmes dans la forêt au milieu de la nuit. C'est quoi l'amour? L'amour, ça fait quoi à chacun de nous? Et c'est un discours si honnête et si poétique, avec les longues lignes musicales, absolument délirant, avec tristesse, réjouissance, vraie horreur et répulsion, et aussi un magnétisme. Et je crois que notre performance, c'est la première fois que ces pages étaient jamais jouées. Pour l'intégrale, oui. Pour l'intégrale. Et on fait l'intégrale de ce dialogue des femmes dans la forêt au milieu de la nuit. Et je dois dire encore une dernière chose sur le visuel de notre performance. Jusqu'à il y a
quelques semaines, j'imaginais de projeter ces images pendant notre performance au Châtelet. Mais à la fin du jour, je croyais que c'est peut-être trop kitsch. Et bon, le manuscrit, ça existe, ça a sa propre intégrité. Et je veux vraiment pas faire référence à quelque chose du passé, mais parce que les gens qui ont écrit ce manuscrit, c'était pas pour référencer le passé, c'était pour insister sur un futur. Et le but était de créer entre eux la possibilité d'avancer comme une société, comme un gouvernement, comme un peuple. Donc, j'ai emmené de Californie, où j'habite, des films des 2 dernières années, des feux sauvages dans les forêts de Californie. Et donc, au Châtelet, la scène brûle et brûle et brûle. Et c'est cette femme extraordinaire chante devant un monde en train de brûler. Et cette intensité avec la musique, cette musique qui est le plus sublime et le plus dégradée, on est devant ces extrêmes dans ces images et c'est comme Dieu s'apparaît à Moïse. On est devant quelque chose de plus grand que nous. Et aussi, ça nous met devant la réalité de notre planète et la crise du monde naturel, mais aussi la crise chez nous, de l'eau, de l'air, la possibilité de respirer. Et le respirer, c'est ce qu'on a du niveau sublime de ces 7 artistes femmes qui chantent toute la soirée a cappella. Nous avons décidé de ne pas avoir les instruments parce qu'ils ne sont pas jamais mentionnés dans le manuscrit, les instruments. Et je crois que c'était pour la plupart une aventure vocale, des gens qui avaient des choses à se débattre, à se discuter. Et c'est une expérience vocale extraordinaire. Bien sûr, avec M. Benjamin Bagby et ces 7 artistes si haut niveau, je me sens que je suis devant les advanced physicists ou bien the band of John Coltrane. Parce qu'on a 14 notes et puis elle revient avec 20 minutes de musique cosmique. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans la répétition. Et je crois que Ben, il faut écouter ces très grands artistes. Alors, je vous présente de gauche à droite les solistes. Yasmina Tverncic, Hanna Marti, Elodie Moreau, Steph Connor, et c'est qui à côté de Steph? Ah, Camille Fritsch, Esther Labaudette, Sarah Richards et Tessa Ross. C'est un ensemble international. Nous avons des chanteuses de la Slovénie, de la France, bien sûr, de l'Angleterre et de l'Afrique du Sud. Ce sont des spécialistes
de musique. Et j'ai oublié, la Suisse, bien sûr. Oui, pardon. Excusez-moi. C'est dangereux. Oui, c'est très dangereux. Ce sont des chanteuses qui se sont spécialisées pour la musique médiévale, qui ont fait des études soit ici à Paris, à la Sorbonne, soit en Allemagne, soit en Suisse, à la Schola Cantorum de Bâle, dans la musique médiévale. Et on s'est réunis, maintenant, on a commencé en juin 2021, on a travaillé pendant 10 jours, on a retravaillé en novembre 2021, et puis on est ensemble depuis presque 3 semaines, maintenant au 104 de Paris. Vous allez entendre 2 pièces. Providence Lassané, Oui. c'est une espèce de song populaire, une chanson avec 4 refrains et 4 vers, et c'est Fauvel, lui, qui en fait admettre qu'il est une grande loser. Et vraiment, Fortune a raison. Et il se sent très, très triste pour lui-même, mais après un certain moment, il a un moment honnête où ça lui frappe qu'elle a fait des grands fautes, des grands échecs, et qu'il ne doit jamais venir à Paris, il doit toujours rester à sa ferme dans le paysage. Mais cette chanson, ça circule et on a le grand le grand roule, bien sûr, le grand roule de fortune qui circule et circule et circule et circule, et Fauvel se trouve perdu dans ce mouvement des planètes, mais aussi ça saute à cerveau. Si je peux juste ajouter, vous pouvez suivre la notation, c'est à droite. Oui, voilà. Ça, c'est l'original et la seule source de cette chanson. Il n'existe que cette source de Providence. And would you please read? Beautiful. Providence, la sage et immortelle, avec grand-peine m'a annoncé que la fête est finie. Je suis destinée à l'échec. Fortune me hait. Elle a raison, je suis un raté. Elle ne veut pas que je sois roi. Fate m'a encore trahi. Vaine gloire m'a été donnée. Je vois que je suis déjà finie. Tout mon honneur part en fumée. Je maudis l'heure où je suis née. Je regrette amèrement d'avoir eu l'envie d'épouser une telle dame. C'est là que ma chute a commencé. J'étais fou de penser que je pouvais emprunter ce chemin. J'aurais eu meilleure journée si j'étais restée chez moi à bêcher mon petit enclos. C'est merveilleux à raconter jusqu'où je suis allée pour elle. Plus haut vous montez, plus dure est la chute. Vraiment, elle me déteste. Je me tiens donc tête baissée, prête à endurer tous les supplices qu'elle peut imaginer. Providence, la sage et immortelle, avec grand-peine m'a annoncé que la fête est finie. Je suis destinée à l'échec. À savoir que
la mort de Philippe le Bel, il y avait un règlement de compte. Et il y avait beaucoup de gens furieux contre des différents aristocrates qui ont travaillé pour lui. Chef entre ces aristocrates était Enguerrand de Marigny, détesté par le peuple et aussi par les nobles. Bien sûr qu'il a été exécuté peu après la mort de Philippe. Et pendant cette période de troubles et de règlement de compte, un jeune compositeur, Philippe de Vitry, a créé une pièce à 3 voix, ce qu'on appelle un motet, qui a une espèce de mélodie qui répète, qu'on appelle le ténor, et puis 2 voix au-dessus qui sont, voilà, on va le voir ici, 2 voix au-dessus qui sont très différents. Ils ne sont pas mis ensemble, il y a 2 différents textes au même temps. Ça veut dire que c'est très compliqué à écouter, presque impossible à comprendre tous les textes, mais pour les chanteurs, c'est un grand plaisir d'écouter le jeu entre les différentes voix, et aussi sur la voix basée sur la voix structurelle, le ténor. Est-ce que vous pouvez descendre l'image un peu vers le bas? Encore un peu. Oui. Voilà. En bas, vous voyez la voix du ténor. Et ce qui est un peu IRCAM dans ce cas, c'est le fait que la notation se trouve en noir, mais aussi en rouge. Et Philippe, avec ses différentes couleurs, veut exprimer le temps. Ça veut dire que les notes en rouge sont en double temps et les notes en noir sont en triple temps. Et comme la notation n'est pas encore si développée pour exprimer chaque mesure de temps, il peut le faire avec la couleur. Et les chanteuses vont commencer le motet avec le ténor. La voix de ténor, elles vont le chanter une fois. Et puis, elles vont le chanter encore une fois avec les 2 voix supérieures aussi. Ici, il s'agit du royaume, les troubles du royaume, mis dans un langage mythologique qui mentionne plusieurs figures de la mythologie. On a ici, bien sûr, les jeunes hommes très bien éduqués, qui sont les théologues, qui sont aussi les historiens, qui sont les intellectuels. Et on voit aussi les images qui sont à combiner avec des personnes qui existaient à l'époque. Le roi aveugle, bien sûr que c'est Philippe qui a protégé les ministres corrompus, et tout le monde savait de quoi il s'agit. Même si pour vous ou pour moi, ce sont des animaux normaux ou des êtres de la mythologie. Pour eux, c'était très spécifique, critique. Et vous pouvez lire le texte aussi des 2 voix supérieures. Un texte qui est simplifié un peu. Ouais. Parce que vraiment, les références mythologiques, etc., sont très éloignées. Le coq chante, mais trop tard. Le renard dirige le monde comme un diable, avec la permission expresse du vieux lion. Les coqs pleurent, les coqs se meurent. Le lion est aveugle, le renard se gonfle d'orgueil, le temps vengera ses crimes. D'abord l'âme se métamorphose en dragon pour combattre l'archange Michael, puis en renard pour duper le lion aveugle. Après que le renard a éradiqué les poules, il s'en prend aux brebis. Tant pis pour les poules, tant pis pour les brebis, tant pis pour le lion. Enfin, c'est un jour sombre pour le dragon.
Merci d'être venu ce soir et prochainement au Châtelet. Merci beaucoup à vous. On a le temps pour quelques questions aussi. On devrait simplement vous dire merci, vous dire notre admiration, notre joie, et on vous retient encore. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Difficile de parler marque. Ah oui. Juste une observation ou une question, mais je pense que j'aurai le temps d'en discuter plus longuement avec Charlotte ensuite. Je me demandais, est-ce qu'il n'y a jamais eu une étude approfondie des écritures de ce manuscrit? Oui, parce que pour l'identifier... Enfin, est-ce qu'il y a eu des comparaisons, par exemple, entre l'écriture de ses mains et les clercs de la chancellerie? Parce que ce sont des écritures... Tu l'as fait? Ah bon, mais Peggy l'a fait, donc c'est très bien. En tout cas, j'ai demandé à Jean Guéroux, je lui ai montré l'écriture des premières pages de Fauvel, et il disait, je sais ce que tu cherches. C'est qui a écrit Fauvel. Et il a dit, moi, je me suis posé la question pendant toute ma vie, et je ne peux pas vous répondre, mais c'est comme tous
l'éclair de la chancellerie. Oui, effectivement, il y a des mains multiples, mais qui sont toutes des mains de la chancellerie pour moi. Exactement. Oui, merci. Est-ce qu'à l'époque, en fait, hein, cette œuvre était célèbre et est-ce qu'elle a été chantée, en fait, en 1350, 1400? C'est une très bonne question, en fait, pas plus que le commanditaire, on ne sait pas comment était utilisé ce manuscrit. Effectivement, c'est un manuscrit de grand format, donc on peut imaginer qu'il y avait plusieurs personnes autour du manuscrit pour le regarder, peut-être le lire, le chanter, mais on n'a aucune trace, et même dans le manuscrit lui-même, il n'y a pas d'annotation qui pourrait nous donner des signes de son utilisation. Non, c'est vraiment, ça reste un mystère quand même, oui. Est-ce qu'il est repris dans l'histoire de la contestation et par exemple au XVIe siècle par Jean Baudin? Est-ce qu'il est repris? Non, je m'approche pas, que je lis sur les lèvres. Je m'approche de vous, que je lis sur les lèvres. Voilà. Merci. Allez-y. Est-ce qu'il est repris dans l'histoire de la contestation en France et ailleurs, et par exemple au XVIe siècle chez Jean Baudin? Ça, je ne saurais pas vous répondre. On va faire appel à des spécialistes. Si quelqu'un dans la salle le sait, voilà, je ne sais pas. Alors d'abord, je voulais vraiment remercier les chanteuses extraordinaires et vraiment... Ouais, je suis moi-même musicologue et médiéviste et j'étais emballée. J'ai une question qui serait la suivante. Bon, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les instruments de musique. Et au XIVe siècle, on avait beaucoup d'instruments qui jouaient. Est-ce que vous, dans votre représentation, vous avez vraiment voulu opter uniquement pour le vocal, ou est-ce que vous pourriez imaginer qu'à l'époque, on aurait pu avoir des instruments pour accompagner? Alors, vous avez dit, monsieur, au début, que vous aviez choisi la voix. Est-ce que c'est un moment qui est décisif pour vous dans votre création artistique ou quelque chose qui serait plutôt de l'ordre vraiment de la tradition, en fait, et de l'accompagnement par les instruments? Oui, spécifiquement pour Fauvel, on ne sait pas. Ah. Il y a pas de, on a une seule vielle, Voilà. qui est dans une dépiction du Charivari. Voilà. Le Charivari, vous ne l'avez pas représenté, vous allez nous le Ah, vous allez venir et vous allez voir. On va venir, mais bien sûr, les instruments ont joué un rôle, mais ça dépend du genre de musique et l'ambiance et le contexte. Et là, il y a plusieurs possibilités de contexte et possibilités contextuelles. Ici, on est sur le podium du Châtelet, qui n'est pas exactement le plus intime de Paris. Et aussi, on a décidé de donner vraiment toute la puissance aux paroles et pas à la musique instrumentale. Il y a aussi des problèmes, quand on a des instruments de musique du XIVe siècle qui sont plutôt petits et pas très puissants, on a des problèmes d'écoute sur scène qui sont vraiment importants. Par conséquent, vous pourriez penser dans un plus petit lieu, plus intime. Ah oui, bien sûr, oui, c'est tout à fait possible. Cette belle polyphonie vocale, accompagnée peut-être. Est-ce que ça serait les instruments qui soutiendraient chacune des voix ou comment vous pensiez? Non, probablement, les instruments ont joué principalement de la musique instrumentale. Et l'accompagnement de la voix était limité à certains instruments, comme la harpe, par exemple, qui était ou la vielle, archer, qui était très bien située pour l'accompagnement.
Mais l'idée de l'orchestre, de musique de chambre que nous connaissons n'existait pas au XIVe siècle. C'était plutôt des solistes ou des ménestrels. Bonsoir et merci. Bravo et merci surtout à vous, mesdames. C'était vraiment magnifique. Messieurs, merci à vous. Vous avez cheminé, j'ai compris, longtemps pour créer ce magnifique spectacle qu'on a envie d'aller voir. Mais comment l'avez-vous... comment est venue l'idée de le mettre sur scène? Ou qui en a eu l'idée entre vous deux? Bon, il y a au XXe siècle déjà une tradition de monter les spectacles de Fauvel. Ça existe depuis les années 60. Et c'est toujours, comme Peter a dit, c'est toujours une tête de cheval en papier mâché, un peu kitsch, un peu sans danger, qui donne l'impression d'être quelque chose de joli et un peu comme foire médiévale ou Camelot, un peu ridicule. Mais comme Peter a souligné, les événements de la création de Fauvel sont des événements très durs et essentiels pour la France, et aussi importants et dangereux. Et on a décidé, je pense, je peux le dire, qu'on a décidé de trouver un chemin qui va vers le danger et pas éloigné du danger. Et aussi, la semaine dernière, dans la répétition, quand l'invasion de l'Ukraine a commencé, nous avons ça sur scène, dans cette musique. Une trahison si terrible, un absolument abus de pouvoir inimaginable. C'est dans la musique, c'est dans les paroles du roman de Fauvel. Et c'est pas simplement pour rigoler, c'est quelque chose de terrible et triste et qui est franchi directement dans cette musique. C'est pour moi plutôt, les textes sont extraordinaires, mais c'est la musique qui parle d'une voix beaucoup plus sérieuse. Et pas même sérieuse, mais qui parle d'une douleur qu'on n'arrive pas à exprimer sur la télé cette semaine. C'est quoi qu'on a tous vécu dans les derniers 10 jours. Le roman de Fauvel parle de ça directement, honnêtement, avec une immense perspective que nous n'avons pas parce que nous n'avons que les pages éditoriales de Le Monde ou New York Times. Fauvel avait Dieu, avait l'univers, avait la perfection de création de l'univers. Et le cercle, la migration des planètes dans la nuit, les étoiles, un niveau de perfectionnement inimaginé pour les êtres humains. Et ça, c'est la base de cette musique, la base de cette poésie. Et donc, on se sent devant une force morale complètement bouleversante et urgente. Et ça, c'est le cadeau de cette musique pour notre génération, notre époque. Mais pour que Fauvel rejoigne le XXIe siècle, il faudrait une révolution de palais au Kremlin. Si je suis bien votre pensée. Non, je dois également dire que, de la chancellerie au Kremlin. comme artiste, nous n'avons pas le privilège de travailler au Kremlin,
Mais nous avons le privilège d'utiliser la métaphore, la poésie, les images, pour aller plus profondément dans les racines de ces questions. Parce que, encore, Poutine ne s'inventait pas. Il était inventé. M. Trump ne s'inventait pas. Il était inventé. Donc, ce spectacle de Fauvel, de Poutine, de Trump, c'est le spectacle de nos jours et c'est une création de quelque chose de plus grand que nous, mais aussi nous. Et la tension des textes dans le roman de Fauvel, c'est nous sommes responsables jusqu'à quand? Et quand faut-il parler des autres? Et quand faut-il parler de nous-mêmes? Et ce sont les questions très grandes, immenses, morales, présentées par ce manuscrit, qui nous donne une image du bête, du cheval, quoi, comme quelque chose d'enfantine. Mais pour toucher quelque chose d'une complexité terrible. Et ça nous donne une métaphore pour jouer, pour imaginer, pour réimaginer, d'une façon qui n'est pas permise au New York Times. Et à ce moment, dans ce monde, on a besoin de beaucoup d'imagination. Parce que les trajectoires connues sont terribles. Et il faut imaginer les choses différemment. Et à la fin du jour, c'est ça le cadeau de le rouge et le noir. La possibilité d'imaginer différemment que dans toute l'histoire de l'humanité, comment toucher les rythmes. Et un jeune homme de 25 ans disait, on va utiliser le rouge et le noir. Cette breakthrough dans toute l'histoire de l'humanité, c'est là où nous sommes. Et on espère que nous aurons de rouge et de noir et des autres possibilités qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Et c'est ça qui est si profondément touchant des citoyens ukrainiens. Parce qu'ils ne veulent pas reprendre l'ancienne histoire. Ils disent non, on n'accepte pas le retour. On insiste d'avancer différemment, avec nos propres besoins, désirs et espoirs. Et ça, c'est ce texte.